Bon la team, j'espère que vous allez bien. Si tu veux bien, on va commencer cette vidéo là direct, on va pas faire trop de préambule. On va parler un peu de technologie aujourd'hui, on va parler de matériel, mais je fais un petit disclaimer. Le matériel que je te propose, que je te montre, c'est dans son fonctionnement au quotidien. Ok, c'est un matériel que j'utilise quotidiennement, de manière même journalier, si je peux le dire, hebdomadaire, annuel, comme tu veux, week-endal, semanal, mais le nombre de temps que tu veux dedans, c'est pas ça le but. C'est pour expliquer que c'est pas pour te faire acheter ou te dire que c'est le meilleur. Voilà, c'est que j'ai une utilisation avec, je t'expose mon utilisation, je te partage la manière que je l'utilise et si ça peut aller avec ta méthodologie, ta manière de fonctionner ou la manière que tu taffes, tu as tout simplement un avant-goût de ce que l'appareil ou le matériel que j'utilise peut produire comme résultat. Ok? Maintenant, ceci étant dit, on passe à la vidéo. Bon, les gars, d'habitude, vous savez très bien que je vous dis tout le temps que le GH5, c'est un boîtier de fou malade. Attends, je vais te le montrer. En ce moment même, je tourne avec un GH5. Le GH5, c'est un boîtier de fou malade. Mais j'ai un petit souci avec, c'est l'autofocus. Même si que tu vas voir que j'ai fait des tests. Le boîtier que j'utilise en ce moment même, le GH5 qui est là, il a l'ancienne firmware mise à jour, ok? Et celui-ci a la nouvelle version de mise à jour. Je sais que l'autofocus sur celui-là est beaucoup plus rapide, pointilleux et performant que l'ancienne mise à jour. Il n'y a pas photo. Mais il y a quand même quelques petites lacunes parfois. Et là, je suis en train de tester une dernière fois pour être sûr de mon choix. Parce que je vais avoir besoin de filmer un événement et je n'aurai pas le temps, ok? Je n'aurai pas le temps de faire ma mise au point, de prendre mon temps, de choisir. Il faudra que je me relaie sur la partie automatique du boîtier. Donc, j'ai besoin que l'autofocus soit rapide, performant et stable. Et qu'il ne me donne pas ce que j'appelle de back. Bon, c'est pas moi qui l'appelle, mais voilà. Ce qu'on appelle le back focus, c'est que, en fait, tu as le sujet qui est devant et d'un coup, tu sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est un problème d'objectif ou même de boîtier ou de réglage. Bref, mais même si tu règles bien, tu ne sais pas pourquoi. Ton focus, il part derrière. Ça m'arrive souvent sur mes vidéos, sur mes vlogs que je fais. Et je me suis dit, je veux pas que ça m'arrive sur un prochain Presta. Donc, je fais un ultime test. Et pendant que j'ai fait ce test-là, j'ai profité pour vous le montrer en même temps. J'ai déjà fait un test où je montrais les différents réglages pour trouver le meilleur autofocus sur le GH5. Et le but là, c'est de mettre en avant les différents points, ok, afin que tu puisses savoir si toi tu as un GH5, sur quelle priorité tu dois te mettre pour ton autofocus. Là, je suis sur le détection de visage, suivi de l'œil et du visage en mouvement. Donc là, tu vois, je suis face à toi. Normalement, je suis censé être toujours net. Je suis à 1.4, 50 images par seconde, 800 ISO. Voilà, j'ai fait la plus petite ouverture. J'ai un 16 mm sur le GH5. C'est la plus petite ouverture, c'est le 1.4. Le but, c'est de voir comment il réagit si je me déplace. Donc là, je vais me mettre dans le coin et on va voir combien de temps il prend pour me trouver. Donc, vous voyez, back focus. Voilà. Imaginez ça sur une Presta. C'est trop long. C'est vraiment trop long. J'ai le temps de rater et d'avoir le net qui rate. Par exemple, si du coup, mon sujet, il passe sur une autre partie du plan, voilà. Est-ce qu'il va me trouver? Ok. Il va prendre un peu de temps. Donc, je me remets au centre. Voilà, il va suivre un peu mieux. Ok. Ici, voilà. Bon, tu vois, tant que le sujet ne bouge pas de manière trop rapide, il gère. Mais je trouve qu'il galère un peu. C'est la raison pour laquelle je vais passer sur mon... Voilà, là, il a fait un back focus là. Voilà, tu as le focus qui est totalement derrière moi et qui n'est plus devant. Ok, voilà. Ouais, il galère fort. Que se passe-t-il si je passe sur une autre priorité? Ok, donc là, je suis en mode suivi. Le mode suivi, tu verrouilles. Ok. Et une fois que tu as verrouillé, il est censé traquer et suivre ce qu'il ne fait pas du tout. Voilà, là, c'est verrouillé. Ok, voilà. Alors, le mode suivi est intéressant pour si tu veux cibler ton sujet pendant ta Presta et tu ne veux suivre que lui. Parce que ce qui peut arriver, c'est que si... Alors, je ne vais pas vérifier en même temps, je vous laisse vérifier en même temps que moi. Si mon sujet, il bouge dans le plan et que quelqu'un passe entre mon sujet et ma cam, il faut que ma caméra le retrouve. Et tu vois, il a complètement perdu le truc. Il a complètement perdu. Voilà, il est à la masse. Là, il a récupéré la caméra alors que le suivi, je l'avais mis sur moi. Donc, tu vois, dès que quelque chose passe entre moi et le sujet, aïe,
il a perdu. Il a même perdu le suivi qu'il était censé garder. J'essaie de le récupérer. Non, rien à faire. Donc, on va le reparamétrer. Je réappuie à mi-course. OK. J'appuie sur l'écran pour donner ma mettre. Ah là, c'est bon. Là, il m'a retrouvé. Donc, normalement, si je me déplace, il est censé toujours me suivre et me faire une mise au point. Donc, vous imaginez si j'ai ça sur une Presta, c'est juste impossible. Non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais pour du vlog comme je fais là. C'est pas un problème. Mais pour la prestation, tu dois être sûr de pouvoir te relayer sur ton boîtier, ton objectif. Donc, le mode suivi, c'est pas le meilleur non plus. Alors, tu as ensuite le mode zone, 225, 255, un truc comme ça. En fait, ça veut dire que tu mets une certaine zone dans laquelle il va faire la mise au point. Et voilà, j'ai mis la zone sur mon visage, à peu près en portrait, pour qu'il n'aille pas chercher trop. Et tu vois qu'il galère. Tu vois qu'il galère fort. Voilà, c'est hallucinant à quel point c'est compliqué d'avoir un autofocus fiable sur le GH5. C'est pour ça que je vous dis c'est un très bon boîtier, mais pour moi, sa plus grosse lacune, c'est ça, l'autofocus. Mais n'oubliez pas une chose, je vous dirai un petit truc après, comment y pallier, mais on va essayer tous les différents paramètres et après je vous donnerai comment vous pouvez régler ça. Mais il y a des concessions à faire et il y a des compromis à faire. Mais bon, là tu te rends compte que il a quand même un petit peu de mal à garder le focus. Si je me rapproche, bon, là il te l'a donné. Si je m'éloigne, ok, c'est bon. Tu vois, je me suis juste décalé légèrement et là il a perdu. Pourtant, je suis censé toujours être dans la zone. Je suis censé toujours être dans la zone à laquelle il est censé faire la mise au point. Mais il l'a complètement perdu. On va essayer les autres réglages. Allez, le dernier réglage que j'ai pour habitude d'utiliser, c'est le mode une zone, qui veut dire que tu délimites ta surface de mise au point, tu la mets au centre et basta. Qui veut dire que tout ce qui sera au centre, normalement, reste focus. Si je me décale, back focus. Si je reviens, il est censé faire la mise au point sur moi. Voilà. Je vais reculer. Donc je reste au centre, je suis censé rester focus. Si je lui pointe quelque chose entre lui et moi, il est censé faire le focus dessus. Voilà. Ça, généralement, c'est devenu le paramètre que j'utilise le plus avec celui de détection de visage ou de l'œil. Voilà, ce sont les paramètres que j'utilise le plus sur le GH5. Bon, quand j'ai besoin qu'il soit un peu moins précis et qu'il prenne un peu plus d'espace en termes de netteté, je vais juste agrandir la zone, tout simplement. Donc, vous appuyez sur l'écran, ça va vous donner une petite molette et vous l'agrandissez. Voilà, hop, et là, voilà, vous avez votre zone qui est un petit peu plus élargie et normalement, vous n'êtes pas censé avoir de back focus. Normalement, mais vous voyez, dès que je m'éloigne trop, il va chercher la mise au point à l'arrière. Voilà, c'est ça le problème. Dès que la différence de distance entre votre fond et vous et votre cam est un peu pas assez, est trop proche, tu vois, je suis assez proche du fond, bah, il va aller directement chercher le back focus. Ouais, c'est ça qui est un peu rageant avec le GH5. Bon, n'empêche que ça reste quand même un bon boîtier, mais je ne vais pas l'utiliser pour la prestation que je vais faire, surtout pas. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser la Sika Pro? Non plus, puisque de toute façon, elle n'a aucun autofocus. C'est la Sika Pro. La Sika Full Frame, ils ont mis un autofocus dessus, mais pas sur la Sika Pro, parce que c'est pas le même capteur, c'est pas la même technologie. Donc, je ne peux pas non plus utiliser ma Sika Pro, même si que je suis sûr que les images auraient été de meilleure qualité. Je ne vais pas dire que ce que je vais proposer ne sera pas de meilleure qualité, c'est juste que il y a une qualité qui est différente avec la Sika Pro. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais vous présenter l'arme que j'ai choisie pour faire cette prestation. Bon, j'arrête de faire le mec qui fait des suspens. Vous savez très bien ce que je vais utiliser. Je n'ai que 3 types de boîtiers, la Sika Pro, le GH5 et le Sony. Voilà. Bon, qui sera présenté ainsi sur mon setup avec le rig. Voilà, avec l'anneau rig, voilà, de chez Tilta. Il se présentera ainsi. Attends, je vais me reculer comme ça vous allez mieux le voir. Voilà. Et pourquoi je vais utiliser le Sony? Tout simplement parce que en termes de réactivité, le Sony est
2 fois, 4 fois, 5 fois plus rapide que mon GH5. Mais largement. Shooter avec le Sony sur cette prestation va me faire gagner énormément de temps. Et énormément de temps gagné. J'aurai toujours une très bonne qualité. 4K, 25 images par seconde. Pour mes ralentis, je peux toujours faire avec la version SNQ, ok, qui est très bien. Ensuite, si je veux du ralenti, comme je vais shooter avec les deux GH5, il y a un GH5 qui sera paramétré en 50 images par seconde et qui filmera les mêmes plans qu'avec le Sony. Alors, beaucoup de personnes m'ont déjà demandé comment je fais pour matcher les différentes images. Justement, je vais vous dire un truc. Je vais vous donner mon petit secret déjà pour l'autofocus sur le GH5 et je vais vous donner ensuite la raison pour laquelle je ne me prends pas la tête et que j'utilise la plupart du temps 2 boîtiers différents avec 2 colorimétries différents pour mes réalisations. Vous me direz en commentaire si vous trouvez ça juste. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais je vais être honnête avec vous dans cette partie-là de la vidéo, comme je le fais toujours. Les gars, alors, je sais que quand on a commencé YouTube, quand les mecs ont commencé YouTube à l'époque, tout le monde te dit oui, l'effet cinéma, il faut shooter à 1.2, 1.4, 1.8 et tout. Mais les mecs, honnêtement, shooter à cette ouverture, c'est se tirer une balle dans le pied quand tu fais de l'événementiel et quand tu fais de la presta où tu n'as pas le temps, ok, de gérer ta mise au point. C'est se tirer une balle dans le pied. À partir de maintenant, quand je fais de la prestation, ok, et que j'ai besoin d'être rapide et que je veux que mon focus soit net, je shoot à f4, tout simplement. Mon plus bas, quand je fais de la presta, qui veut dire que je me déplace et que je passe d'un visage à un autre, d'un élément à un autre et que j'ai besoin que ce soit focus, le plus bas que je vais faire, c'est 2.8. Sinon, je shoot à f4. Alors oui, moins d'entrée de lumière. Oui, mais ma zone de netteté est plus étendue. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement increase mes ISO. Avec les nouvelles technologies qu'on a sur nos différentes applications de retouche vidéo, n'ayez pas peur de faire monter vos ISO. Maintenant, on a des boîtiers qui ont la capacité d'avoir ce qu'on appelle l'ISO, dual ISO. Tu as un ISO natif, mais tu peux dual ISO. Bref, allez regarder ce que ça veut dire. Moi, je sais que sur le GH5, c'est du 800, 3200, je crois. Et je sais que sur le Sony, c'est 800, 6400, un truc comme ça. Bref, il faut que je me documente, mais je crois que ça doit être ça. Qui fait que je vais shooter à f4 et ensuite, je vais augmenter mes ISO. Tout simplement. En tout cas, quand j'utilise le GH5, je vais me mettre en mode large, ok, la zone de mise au point large, qui fait que tous ceux qui vont passer dans cette zone-là seront nets. Et comme je suis à f4, je vais moins galérer. Il va moins galérer à trouver la zone de netteté. On fait l'exercice tout de suite. Ok, voilà. J'ai changé 2 paramètres. Là, je suis à f4 et je suis monté à 3200 ISO. Et là, on va voir s'il va me donner du back focus. Donc là, je recule. Là, j'avance. Je suis toujours dans le même réglage pour la mise au point. Je ne l'ai pas changé. Je vais mettre un objet entre lui et moi. On va voir à quelle vitesse il prend la mise au point. Vous voyez que c'est déjà légèrement un petit peu plus rapide. Alors que j'ai fait ça avec l'ancienne version. C'est même pas la nouvelle. Vous voyez, la mise au point est déjà beaucoup plus rapide à f4. D'accord, c'est moins cinématique, c'est moins machin. Mais il y a des fois, les gars, cette histoire de cinématique là, machin et tout ça, faut envoyer ça balader. Les mecs sur YouTube sont en train de nous prendre la tête à avoir l'effet cinématique. Mais dans la réalité du terrain, tu peux pas, sur certaines prestations, avoir tout le temps l'effet cinématique. Un exemple tout bête, un mariage. Quand tu as quelque chose qui arrive au dernier moment, c'est pas là que tu vas dire « Attends, c'est pas assez cinématique cette prise de vue. » Non, les gens veulent juste voir ce qui se passe. Et il faut que ce soit net, il faut que ce soit bien éclairé. C'est tout ce qu'ils demandent. Il faut que ce soit beau. Pour être beau, il faut de la lumière. Et une fois que tu as de la lumière, il faut qu'on voit ce qui se passe. Donc, il faut que ce soit net. C'est tout ce dont tu dois te préoccuper. Tu regardes des vidéos, tu as l'impression que les gars, toute leur image, c'est travaillé de fou. Gars, ils ont fait une sélection. Ils ont fait une sélection. Quand tu es tout seul sur un événementiel, tu dois aller au pratico-pratique. Ça doit être beau. Donc, lumineux, bien éclairé et net. Donc, il faut arrêter avec cette histoire-là de ce que je vois depuis quelques temps là.
fais tes trucs cinématiques en faisant ces 4 trucs, nanana, machin et tout, sur le terrain, je peux te dire qu'ils n'ont pas le temps. T'as pas le temps de poser ta caméra, t'as pas le temps de filmer comme si tu fais un court-métrage sur un événement qui se dit et qui se veut qu'on appelle ça, bref, événementiel. T'as capté. Donc, sachez faire la différence. Prenez les infos, inspirez-vous, prenez l'enseignement, mais sachez où vous allez le placer. Ok? Tu regardes une vidéo qui te parle de comment décélérer en Formule 1, ok, c'est cool. Tu le regardes, le mec il est sur une piste fermée, il va à balle, ligne droite, virage, ok. N'essaye pas de faire ça devant le carrefour de chez toi. Non, c'est pas la même configuration. T'as pas le même véhicule, non, juste ne le fais pas. Ok. Et deuxième chose, et je terminerai sur ça. Quand on me dit oui, est-ce que t'as pas peur quand tu matches 2 caméras différentes, machin et tout. Ok. Toutes mes vidéos, je les filme en log, qui veut dire c'est la version désaturée du boîtier. Donc il n'y a aucune couleur. En fait, tout est plat. C'est vraiment désaturé, c'est plat. Ensuite, je viens faire une colorimétrie. J'ai la même colorimétrie pour tous mes boîtiers avec lesquels je filme en log. La différence sera dans justement le style de traitement de couleur de chaque marque. Et on verra la différence par rapport aussi à la netteté que chaque boîtier peut offrir. La plage dynamique. Voilà, chaque boîtier a une plage dynamique, la qualité de l'objectif, la qualité de ton capteur. Ok, et la science de couleur de chaque boîtier. Sony en a une, le GH5 en a une, et la Sika Pro en a une autre. Moi, ce que j'ai constaté depuis quelques temps, c'est qu'au début, quand on a commencé à faire de la vidéo, tout le monde s'en foutait de ça. Je voyais des mecs mélanger différents styles de caméra. Même à l'époque, quand ça filmait au Canon, parce que Sony n'était pas encore entré vraiment dans le game, on filmait au Canon et on mélangeait nos images de Canon avec nos images de ce qu'on utilisait sur les GoPro à l'époque, à l'ancienne. Et personne ne disait rien. Mais d'un coup, tout le monde a trouvé que c'est limite une hérésie de mélanger les différents boîtiers, les différents trucs, parce que sur YouTube, ça ne se fait plus. Moi, je dis à un moment, faut arrêter. À un moment, faut arrêter, les gars, de se prendre la tête juste parce que ça ne se dit pas parmi les grands vidéastes sur YouTube que ça veut dire que c'est pas possible et que c'est une manière de faire qui n'est pas bonne. Parce que je vous promets que quand eux, ils vont se mettre à vous faire du truc, parce qu'au bout d'un moment, ils n'auront plus rien à dire, encore une fois, mais quand eux, ils vont se mettre à vous faire des vidéos. Ah, je trouve qu'il y a une sorte de côté très artistique quand je mélange les images de mon Canon avec les images de mon Sony. Ça rajoute un truc un peu plus féerique, un peu plus renaissance, un peu plus baroque. Et là, vous allez tous être en mode « Ah ouais, franchement, c'est trop intéressant, c'est trop... qu'est-ce qu'il a de l'imagination ?» Ah, il a mélangé le vlog de son Sony avec celui de son Canon et regarde comment les images, nanana et tout. Bullshit. Voilà. Moi, j'attends pas leur aval. J'attends pas leur go. C'est quelque chose que je trouve qui est intéressant dans ma production, dans ma manière de filmer et dans mon approche artistique. Je vais filmer certaines scènes avec mon GH5. Je vais filmer les scènes, on va dire les scènes de tout ce qui est matériel, tout ce qui est nature, tout ce qui est paysage, les plans larges. Souvent sur mes GH5, je mets que du plan large, ok. Mais quand je veux un plan un peu plus serré, quand je veux aller chercher un détail, quand je veux attirer l'attention sur un point, je le fais avec mon Sony. Avec le Sony, j'ai souvent le 70-200 dessus et c'est là que j'irai faire mes portraits. Et je vais apporter une petite touche un peu particulière pour que ça fasse une petite immersion en mode tiens, il y a un truc qui a changé là. Pour ceux qui ne sont pas initiés, ils ne verront pas la différence. Les initiés verront la différence. Ce qui veut dire les gens qui ont l'habitude de traiter de l'image et qui ont l'habitude de traiter différents types d'images de différents boîtiers. Mais sinon, pour les gens lambda, je pense que ça vous est déjà tous arrivé de regarder le film. D'un coup, vous avez une bête de qualité et d'un coup, on passe une qualité VHS. Et vous allez voir, ils vont tous commencer à nous casser les pieds à intégrer des images de qualité VHS dans leur réalisation. Ils vont nous dire... bref, voilà. C'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, partager, commenter, mettre un like. Et ça permet de soutenir la chaîne. Ça me motive aussi de continuer et de ne pas lâcher, de continuer à faire des vidéos pour vous. J'espère que vous avez passé un bon moment.
Si c'est le cas, n'hésite pas à me poser les questions. Si tu as des questions sur le boîtier qui est le GH5, le Sony A7R3 ou la Blackmagic Sika Pro, j'essaierai de répondre au maximum. Sinon, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.